Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes super nombreux, ça fait vraiment extrêmement plaisir. On va conclure cette journée qui aura été riche en événements et en émotions. Alors il y a des personnes qui étaient déjà là tout à l'heure pour le premier acte de cette question qui va être posée ce soir. Donc là c'est le deuxième acte de cette question qui est donc comment penser la ville à l'heure de l'effondrement. Tout à l'heure on a interrogé à travers la résidence territoriale et là ça va être dans une perspective à la fois scientifique et systémique. Ça va être beaucoup plus global, beaucoup plus général. Ça sera assez technique. J'espère que tout le monde a bien pensé à acheter l'Arlésienne sauvage et à le réviser pour avoir des termes en tête. Donc ce soir, pour poser cette question-là, donc dans une perspective à la fois systémique et scientifique, on aura deux intervenants. Le premier sera Vincent Mignereau, qui est en train de prendre place. Vincent Mignereau, donc, qui est chercheur indépendant en sciences humaines et qui va s'intéresser à l'influence de l'homme sur son environnement et particulièrement sur l'utilisation et l'épuisement des ressources. Dans un deuxième temps, comme intervenant, nous aurons donc Virginie Maris, qui est assez connue sur le territoire. Virginie Maris, qui est chercheur en philosophie de l'environnement au CNRS et qui, elle, nous parlera de cette nature sauvage, indocile, qu'on pense avoir maîtrisée. Et puis, comme maîtresse de cérémonie, qui était déjà là tout à l'heure, Corinne Morel-Darleux, qui animera donc ce débat, pour faire très succinctement, parce que sinon il y aurait 10 pages à dire sur elle. Elle est donc élue au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, Auvergne-Rhône-Alpes, et elle est l'auteur d'un livre à paraître en 2019 qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Voilà, donc je vais lui donner la parole, c'est elle qui va animer le débat ce soir. Bonne soirée à tous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement avoir le plaisir d'animer ce débat avec Virginie et Vincent. Pour vous expliquer un peu la manière dont ça va se passer. On a fait le choix avec l'équipe organisatrice pour ce débat d'avoir un premier temps qui soit un vrai temps d'exposé. Pour chacun de nos deux intervenants qui ont tous les deux développé une pensée complexe au fil des années et de leurs recherches. Et on trouvait que c'était intéressant qu'ils puissent disposer d'un temps où ils puissent vraiment exposer librement cette pensée. Donc on va commencer par un exposé de 20 minutes chacun. À l'issue de chacun de ces exposés, on pourra prendre un court moment sur des questions, mais des questions vraiment de compréhension. C'est-à-dire qu'on n'engagera pas tout de suite le débat, ce sera vraiment juste sur des questions de compréhension pure. Donc s'il y a des choses, des raisonnements ou des termes que vous avez besoin de voir explicités à l'issue de chacun des deux exposés. Et puis ensuite, bien sûr, on lancera un débat pour que chacun puisse participer par des questions ou par des remarques. Et aborder l'ensemble de ces questions avec Virginie et Vincent. Donc voilà un peu la manière dont ça va se passer. On a eu 1h30 ensemble et donc on va commencer avec Vincent qui a été présenté, donc chercheur indépendant qui est fondateur d'Adrastia, qui est également l'auteur d'un texte qui s'appelle Transition 2017, réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité, qui est un texte que vous pouvez imprimer à la demande sur Internet. Donc pour ceux que ça intéresse, je redonnerai le titre peut-être après l'exposé de Vincent, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc Vincent travaille beaucoup sur les questions d'énergie, d'entropie, sur beaucoup de termes qui ne sont pas forcément des termes du vocabulaire courant. Et donc, on lui a demandé, notamment pour aborder toutes ces questions d'entropie et d'énergie, de partir d'images. Et moi, c'est des images que j'aime bien, dans la manière dont Vincent les présente. Il s'agit du gâteau brûlé et du sable dispersé. Et donc, voilà, Vincent, tu as 20 minutes pour nous parler de gâteau brûlé et nous expliquer ce que ça a à voir avec l'effondrement systémique dont il est question ce soir. Merci beaucoup quand même pour cette introduction, cette présentation. Merci beaucoup aux organisateurs, merci pour cette invitation. Je suis ravi, vous êtes très nombreux. Je vais effectivement essayer de
de décrire un petit peu un grand processus très ancien et que j'illustrerai par deux images effectivement qui parlent plus spécifiquement de la thermodynamique, donc de notions un petit peu abstraites pour nous, mais qui pourtant régissent notre quotidien et surtout notre adaptation, et en particulier qui nous orientent potentiellement vers des perspectives adaptatives, voilà, qu'on appelle aujourd'hui le risque d'effondrement. Et la question, c'est depuis quand ça dure tout ça? Depuis quand ça dure le risque que nous avons de nous exposer à une surexploitation de notre environnement? Ça dure depuis très longtemps. Et il y a un seul paramètre finalement qui pourrait être, sinon explicatif, en tout cas un grand indicateur de notre besoin vital, essentiel, c'est l'énergie. L'énergie, les physiciens aujourd'hui n'en ont pas de définition qualitative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment que l'énergie. Les physiciens ne peuvent pas dire l'énergie, c'est ça. En revanche, les physiciens savent ce que fait l'énergie. Et c'est à peu près tout ce qu'ils savent, mais c'est beaucoup parce que l'énergie, ça a une définition assez simple finalement, c'est ce qui permet toutes les transformations, tous les changements d'état, tous les mouvements et finalement toute la génération de flux, quels qu'ils soient. Retenons que l'énergie, c'est ce qui permet. Il ne se passe rien dans l'univers, et il ne s'est rien passé à aucun instant de l'univers depuis le début de l'histoire de l'univers qui n'ait pas été totalement dépendant d'une consommation ou dissipation de l'énergie pour n'importe quelle transformation qui ait eu lieu à n'importe quel moment de l'histoire de l'univers. Et c'est la même chose pour nous, notre corps qui transforme, qui anime des cellules, qui est régie sur un principe métabolique de transformation d'ARN en molécules complexes. Il y a des protéines qui fait donc que nous sommes vivants. Tout ça, ça dépend de l'énergie. Et bien sûr, l'énergie, nous la capturons essentiellement historiquement, comme la plupart des êtres vivants, en mangeant d'autres êtres vivants. Je n'entre pas dans le détail, nous sommes des êtres vivants hétérotrophes, nous dépendons d'autres êtres vivants pour vivre, et c'est de cette façon-là que nous capturons notre énergie, par l'alimentation. Et l'anthropologie aujourd'hui dit que la capture d'énergie par l'alimentation a commencé à se voir en tant que nos cousins du genre Homo ergaster, Homo habilis, Homo erectus, donc vraiment nos ancêtres, les plus anciens. Il semblerait qu'on observe des débuts de dérégulation de la capture d'énergie. Ça veut dire qu'à un moment donné, une espèce ou un ensemble d'espèces ont réussi à capturer plus d'énergie dans leur environnement par l'alimentation que ce que leur environnement avait besoin, ou l'écosystème dans lequel ils existaient. L'écosystème avait besoin d'une quantité d'énergie pour être dans sa plus grande richesse disponible, richesse possible, et une espèce ou un ensemble d'espèces a commencé à capturer plus d'énergie. Et il s'est passé quoi? Eh bien, tous nos ancêtres, à partir de 2, peut-être 3 millions d'années, en se nourrissant un peu plus et un peu mieux que les espèces concurrentes, ont fini par prendre de la nourriture aux autres. Ce qui fait que d'autres espèces de grands prédateurs ont fini par décliner progressivement à partir de 2 à 3 millions d'années. Et puis, parce que nous avons, grâce à un cerveau très développé, un corps qui s'est verticalisé, avec un cerveau posé verticalement au-dessus de la colonne vertébrale, une main très puissante, très performante, nous avons aussi utilisé des outils. Nous avons fini par chasser directement nos prédateurs. Ce qui fait que petit à petit, très lentement, mais depuis assez longtemps finalement, il s'est produit ce qui s'appelle un processus d'anthropisation. Nous avons marqué notre environnement par notre existence sur le critère de la capture d'énergie. 2 à 3 millions, c'est très ancien. 2 à 3 millions d'années, c'est très ancien. Homo sapiens n'est âgé que de 300 000 ans. C'est finalement très peu par rapport à cette grande histoire de l'anthropisation. L'anthropisation, ou en tout cas la marque du genre Homo sur son milieu. Je te laisserai me corriger si je suis imprécis, Virginie. Pour l'instant, je suis précis, très bien. Et ce qui marque en particulier cette puissance d'action que nous avons, c'est notre surface d'emprise. Et comparativement, nos cousins proches que sont les chimpanzés ont par individu une surface d'emprise de l'ordre de 18-20 km², et encore un individu régulièrement n'exploite qu'un quart de cette surface.
ils sont beaucoup moins mobiles que nous, et ça joue, ça fait toute la différence. Ils n'exploitent qu'une surface relativement petite. Et le genre Homo, très rapidement, en particulier dès qu'il est devenu chasseur-cueilleur, donc nous en particulier, nous avons très vite déployé une capacité d'emprise surfacique très grande, allant jusqu'à 1300 km² par individu. Ce qui veut dire que notre capture d'énergie, elle s'est faite sur de très très grands territoires, et bien sûr l'anthropisation, c'est-à-dire la réduction, ou en tout cas la transformation de nos environnements selon nos critères à nous, s'est aussi déployée en termes de surface. Et bien sûr, capture d'énergie plus grande, l'énergie elle ne disparaît pas, on la transforme, on en fait quelque chose, et ça a eu un effet très lent au départ, mais très marqué et lié au fait que nous, en plus, nous exploitons de très grandes surfaces, notre démographie a augmenté progressivement. Et grosso modo, les chiffres disent que jusqu'à moins 45 000 ans à peu près, jusqu'à la révolution technique et culturelle du paléolithique supérieur, moins 45, moins 40 000 ans, il y avait à peu près sur la planète Terre, sur toute la planète essentiellement évidemment sur le continent africain, puisque c'est à peu près aussi au cours des 100 derniers milliers d'années qu'il y a différentes sorties du continent africain. En tout cas, il n'y avait qu'1 million de chasseurs-cueilleurs, d'êtres humains, d'Homo sapiens sur la planète Terre, à peu près à 40 millions d'années, à 40 000 ans, pardon, avant aujourd'hui. Et il s'est passé une révolution technique, c'est la capacité en particulier à chasser avec des outils à propulsion. On lance des saguets avec des propulseurs, ce qui nous permet de nous éloigner de notre proie, et finalement de nous en protéger. C'est très difficile de chasser des grandes proies ou de chasser des prédateurs dont on souhaite se protéger. Et plus on le fait à distance, évidemment, mieux on se protège, et in fine, plus on capture d'énergie, et in fine, plus on capture d'énergie sur une grande surface. Et on est passé de 1 à 5 millions à peu près à cette période-là, autour de 40 000 ans avant aujourd'hui. 5 fois la démographie, puis c'est de nouveau très stable. Et c'est très stable jusqu'à l'étape d'après, qui est une nouvelle révolution technique, qui est très progressivement, entre moins 10 000 et moins 6 000, le développement de l'agriculture, qui a été très laborieux, très long, et en concurrence systématique avec d'autres communautés qui étaient des chasseurs-cueilleurs sur les territoires. Et ça n'a pas été une progression linéaire, au contraire, il y a eu des reculs dans l'agriculture. L'agriculture, par ailleurs, n'a pas été un avantage sur le plan physique ou sur le plan biologique. L'agriculture a amené les dents carriées, c'était des choses nouvelles, les genoux abîmés parce qu'il fallait travailler ras du sol, le dos voûté. Enfin, les agriculteurs, les premiers agriculteurs, dont nous sommes issus d'ailleurs, étaient plus petits que les chasseurs-cueilleurs la plupart du temps. Enfin, voilà, tout un tas de désavantages physiques, mais l'avantage qui a été progressivement, ce qui a fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une augmentation très progressive et très lente de la démographie, et d'autres avantages également sur le plan, on va dire, de la défense des territoires, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et progressivement, nous sommes passés de 5-6 millions d'êtres humains sur la planète Terre à 200 millions en l'an 1, 500 millions au XVIe siècle. Et vous voyez que là, on a une croissance qui accélère beaucoup en termes démographiques, et c'est très directement lié, c'est même totalement lié à une évolution technique qui a des effets sur le biologique, mais c'est vraiment la capture d'énergie, encore une fois. Quand on prend de l'énergie dans l'environnement, on peut déployer des forces supérieures ou des quantités supérieures, des quantités plus grandes. Et puis la dernière grande révolution technique sur le plan démographique, qui a eu un effet sur le plan démographique, vous la connaissez bien, c'est la capture d'énergie via des énergies tierces, en particulier les hydrocarbures, au XIXe siècle, avec une explosion de la consommation de charbon, de pétrole ensuite et de gaz. Et vous savez que, évidemment, cette consommation d'hydrocarbures a eu un effet sur l'agriculture, et dans l'ensemble, nous avons capturé, encore une fois, beaucoup plus d'énergie. Et à chaque fois que nous avons capturé plus d'énergie, évidemment, notre emprise territoriale a augmenté jusqu'à ce que vous savez, jusqu'à la situation que vous connaissez aujourd'hui. Nous sommes l'espèce qui a conquis littéralement tous les territoires de la planète Terre. Voilà pour un bref état des lieux démographique et énergétique. L'énergie, c'est ce qui permet, c'est ce qui a permis notre développement. Évidemment, ça n'a pas été sans mal. Je vous ai dit que l'agriculture n'avait pas été exclusivement un avantage sur le plan adaptatif. Ça a apporté des tas de problèmes, biologiques, physiques, sur notre évolution culturelle évidemment, mais aussi sur l'apparition
de la cité-État, des rapports de classe, de lutte de classe et de tout ce qui est système coercitif d'exploitation en interne. Alors ça existait avant, hein, les chasseurs-cueilleurs pouvaient mettre en place des systèmes d'esclavage, mais c'est quelque chose qui s'est développé largement. Également, les grandes guerres se sont développées autour de l'agriculture. Donc l'agriculture, la capture d'énergie avec l'agriculture, c'est des tas d'avantages, mais ça nous expose aussi à des grandes fragilités, parce qu'un changement climatique sur un terrain exploité pour l'exploitation du blé, par exemple, un changement climatique qui peut limiter l'approvisionnement en eau, contraint toute la société à réduire en démographie, évidemment, puisqu'il y a moins d'énergie s'il y a un changement climatique qui circule dans la société, si l'agriculture est impactée. Mais il y a d'autres contraintes qui sont, alors là on va reprendre un peu de recul sur les situations, d'autres contraintes qui sont liées à la nature même de l'énergie, ou en tout cas à ses propriétés, à des propriétés physiques et universelles de l'énergie. Et c'est là que je vais utiliser deux illustrations qui me plaisent bien parce qu'elles nous permettent d'expérimenter au quotidien les grands paramètres contre lesquels on va devoir lutter aujourd'hui, ou contre lesquels on ne peut peut-être même pas lutter, c'est toute la grande question. Ces grands principes de la thermodynamique, je les illustre de la façon suivante. Le premier, c'est celui que vous avez tous expérimenté. Alors, l'image que tu évoquais, c'est celle d'un gâteau, mais ça marche avec un tagine ou un bœuf bourguignon. Lorsque vous chauffez trop, lorsque vous cuisinez votre plat préféré, un gâteau ou quoi que ce soit, et que vous l'oubliez, que ça cuit trop, eh bien, vous ne pouvez pas le manger, hein, c'est carbonisé, c'est immangeable. Ce que dit ce principe de la thermodynamique, qui est un principe physique, c'est que vous ne pourrez jamais récupérer les ingrédients pour refaire le plat depuis zéro. Les transformations qui ont eu lieu grâce à l'énergie ont transformé à ce point votre plat qui n'est plus consommable, et on ne peut pas revenir en arrière sur les transformations qui ont été faites. Ça s'appelle le principe de non-réversibilité. C'est un principe absolument universel, vérifié tout le temps, partout, aussi loin qu'on peut observer dans l'univers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas refaire un tagine ou un gâteau, ça veut dire qu'il faudra prendre d'autres ingrédients pour repartir de zéro avec une nouvelle source d'énergie, puisque l'énergie qu'on aura utilisée pour la première cuisson, elle est dissipée, elle est perdue, la qualité exergétique de l'énergie est perdue définitivement. Évidemment, ça, on l'expérimente tous dans la cuisine, mais malheureusement, et c'est tout notre problème, on l'expérimente aussi dans toutes les transformations que nous effectuons sur notre environnement. Alors jusqu'à présent, je pense que tu parleras d'amnésie écologique tout à l'heure, Virginie peut-être. Jusqu'à présent, on a eu l'impression que les transformations que nous effectuions sur l'environnement étaient plus ou moins réversibles, et qu'en gros, quand on abattait une forêt, il y en avait une autre qui repoussait, et voilà. On avait l'impression que des cycles comme ça permettaient de toujours revenir en arrière sur la quantité de biomasse exploitable, et en fait c'est faux. C'est faux sur le plan physique. Quand on a abattu une forêt, alors d'abord, quand on a abattu une forêt et qu'on a extrait le bois de la forêt, qu'on l'a brûlé, qu'on en a fait des chaises ou des tables de camping, eh ben, il faut se rappeler que le bois de la forêt, c'est le garde-manger de tout l'écosystème. Hein. Donc le bois qui tombe, qui pourrit, qui est mangé par les bactéries, les champignons, est ensuite consommé par les insectes, qui sont ensuite consommés par les oiseaux, et jusqu'au bout de la chaîne trophique. Et le bois, c'est le cœur du fonctionnement sur des cycles très longs, le cœur du fonctionnement des écosystèmes. À chaque fois qu'on extrait du bois d'un écosystème, il y a moins de biomasse disponible évidemment, donc les cycles sont perturbés immédiatement. Nous, on a eu l'impression que ça repoussait derrière, que ça se passait très bien, mais en fait, tous les animaux, à chaque cycle d'abattage, disparaissent petit à petit, puisque la chaîne alimentaire est coupée quelque part, ou en tout cas, on retire de la biomasse. Et c'est le cas, donc, le principe de non-réversibilité fait qu'à chaque fois qu'on transforme quelque chose, on ne revient pas en arrière, en tout cas à notre échelle. Et pour notre problème écologique, nous sommes très au-delà des cycles naturels qui permettent le transfert d'énergie, le transfert des minéraux, du potassium, du phosphore, de tous les éléments absolument indispensables pour qu'une forêt ou n'importe quel écosystème soit viable. Et puis le deuxième principe thermodynamique qu'il nous faut absolument illustrer parce qu'il est une contrainte considérable pour notre adaptation, en particulier face au climat et à la pollution généralisée de la planète, c'est le principe d'entropie. Et vous pouvez là aussi l'illustrer ou l'expérimenter vous-même. Vous êtes en vacances au bord de la mer. Alors il existe encore de nombreuses régions où le parking est juste derrière la plage, et entre la plage et le parking il y a les dunes. Hein. Donc c'est classique autour de la Méditerranée en France. Et vous garez votre voiture, vous sortez du coffre le seau que vous avez apporté pour que vos enfants fassent des châteaux de sable, et puis vous décidez de faire une expérience thermodynamique.
Et vous remplissez votre seau de sable à partir de la dune. Ça, c'est la transformation première, on va dire, c'est le système industriel qui prend des ressources, qui les transforme, et puis vous jetez ces ressources sur le parking, vous jetez le sable sur le parking. Ça, c'est la distribution analogique, enfin, en termes de comparaison, je compare l'expérience avec le seau de sable avec le système industriel, on prend des ressources, on les transforme et puis on les distribue. Et puis en plus, on les jette après, hein. Les smartphones, c'est des déchets qu'on envoie en Afrique, et voilà. Eh bien, quand vous avez jeté le sable sur le parking, c'est un petit peu comme nous, quand on émet des molécules de CO2 dans l'atmosphère, ou quand on disperse des plastiques dans l'environnement, ou qu'on disperse des perturbateurs endocriniens dans l'environnement, vous allez essayer de récupérer tous les grains de sable que vous avez dispersés sur le parking, et vous allez constater physiquement que ça va vous prendre un temps considérable si jamais vous y arrivez, et en fait vous allez constater que vous n'allez pas y arriver, et que si vous devez faire le calcul énergétique, ça vous demandera une quantité d'énergie très supérieure à celle qu'il vous aura fallu pour faire la première transformation. Et ça, c'est l'entropie. Ça veut dire que quand on fait des transformations, non seulement elles ne sont pas réversibles, c'est le premier principe dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'en plus, naturellement, les choses transformées, les minéraux transformés, assemblés puis transformés, étant dispersés, ils ne sont pas récupérables. Ou alors, il faudrait plus d'énergie que ce qu'il nous aura fallu pour les disperser. Et bien sûr, ça nous interroge pour récupérer les perturbateurs endocriniens. Ils sont partis de quelques usines disséminées un petit peu partout sur la planète. Ils sont allés jusqu'aux consommateurs pour leur intérêt de consommateurs. Par exemple, pour calfeutrer les boîtes de conserve, bisphénol A, etc., ou les biberons autrefois. Et puis après, on les jette, ils sont dispersés. Puis ils se lient aux molécules d'eau et donc ils fuient avec l'eau jusqu'aux rivières et puis à l'océan. On ne pourra jamais récupérer les perturbateurs endocriniens pour un principe physique. C'est pareil pour la pollution plastique et c'est pareil pour le CO2. Et le CO2, c'est très embarrassant parce qu'il est dans l'atmosphère. Et si je ne me trompe pas, et j'aimerais être réfuté par des scientifiques, je ne suis pas moi-même physicien, mais si je ne me trompe pas, il faudrait, pour récupérer les molécules de CO2 dispersées dans l'atmosphère, plus d'énergie qu'il nous aura fallu pour les y émettre, pour les y placer. Ce qui nous contraint, pour une partie du programme qui est notamment celui du GIEC, qui est de potentiellement, alors c'est pas un programme du GIEC, mais c'est une proposition du GIEC, s'il existe des technologies de récupération du CO2, dans certains scénarios du GIEC, il faudrait les mettre en œuvre pour pouvoir établir un modèle économique où on continue à émettre des molécules de CO2 et en même temps on les récupère. Mais si l'entropie est juste, c'est là où je demande à des compléments de la part des physiciens, si l'entropie est juste, on dépensera toujours plus d'énergie pour récupérer que ce qu'on aura dépensé pour émettre, ce qui est une absurdité thermodynamique. Bien. J'aimerais... après avoir décrit aussi simplement que possible le grand contexte de notre capture d'énergie, transformation de ressources, détérioration de l'environnement et différents verrous qui nous empêchent de revenir en arrière et qui nous empêchent de réparer les dégâts, c'est ça le contexte dans lequel on est aujourd'hui. J'aimerais vous donner une illustration de la puissance anthropique. La puissance de l'humain. Alors anthropique, j'ai utilisé 2 fois anthropique, je vais vous donner la différence d'orthographe, c'est très important. Lorsque je parlais d'entropie en physique, c'était ENTR, O-P-I-E. Et l'entropie, quand c'est l'humain, c'est A-N-T-H-R-O-P-I-E. Et là, je parle de principe anthropique, c'est-à-dire de la détérioration ou de la transformation de l'environnement par l'humain. C'est l'anthropisation dont je parlais tout à l'heure. Et vous savez, l'humain est arrivé, Homo sapiens est arrivé sur le continent américain à peu près autour de 20 000 ans en arrière. Les dates sont discutées, c'est pas très important. Depuis l'Alaska, et puis il est descendu tout le long du continent américain. Et il s'est installé, et surtout, pendant 5 à 10 000 ans, il a exterminé littéralement toute la mégafaune qui était sur le continent américain du nord au sud. Alors, on a oublié, nous, ce que c'était la mégafaune du continent américain. Nous, notre imaginaire, c'est Disney. La mégafaune, c'est les girafes, les éléphants, les rhinocéros, c'est tout ce qu'il y a en Afrique de l'Est, grosso modo, sur des territoires relativement limités. Mais en fait, la mégafaune d'il y a 20 000 ans, c'était 27 espèces d'éléphants sur le continent américain. Et ça, on l'a totalement oublié, on ne les a pas connus, on n'a même pas de mémoire écrite, pas de dessin, pas de sculpture, rien du tout. Ce continent était couvert d'une mégafaune bien plus grande que l'Afrique aujourd'hui. Alors, bien plus grande quantitativement et aussi en taille. Il y avait des chameaux sur le continent américain. On n'a pas cet imaginaire-là. Et ils ont tous disparu en même temps que nous descendions petit à petit les écosystèmes sur ce continent. Et que faisaient ces animaux-là? Ils vivaient tout à fait
normalement dans leur écosystème, et ils avaient en fait une fonction écologique qui était celle de participer au cycle du phosphore et du potassium essentiellement, qui sont des minéraux absolument indispensables pour toute vie. En particulier le phosphore, la molécule d'ADN, donc qui est commune à tous les êtres vivants depuis la cyanobactérie jusqu'à nous. Le phosphore est absolument indispensable, et les grands animaux faisaient en sorte que le cycle du phosphore fonctionne bien dans les écosystèmes pour aller de la petite bactérie jusqu'à eux. Et voilà, ce cycle était entretenu, les animaux traçaient de grandes artères dans les écosystèmes, et avec leur déjection, recyclaient en permanence les éléments indispensables à la vie. Et nous les avons exterminés, et les cycles ont été perturbés. Et aujourd'hui, de façon contre-intuitive, en fait, on sait que l'Amazonie, d'apparence très luxuriante et très riche, de notre point de vue, qui est semblablement, on a l'illusion que c'est une forêt primaire, on sait maintenant que ça ne l'est plus, c'est un jardin en fait que les Homo sapiens et les chasseurs-cueilleurs ont exploité depuis plusieurs milliers d'années. Donc on sait que l'Amazonie est constituée d'essences, de bois ou de végétaux, qui sont de bois ou de fleurs, ou d'essences divers, de fruits, qui sont, en termes de statistiques, des essences qui nous correspondent à nos besoins, Donc ce qu'on imagine être une forêt vierge, l'Amazonie est en fait un immense jardin qui a repoussé avec une distribution des essences qui était celle qu'on consommait en fait, et non pas la forêt vierge naturelle comme on peut l'imaginer. Et ce qu'on ignore, ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'en fait cette forêt pousse sur un sol assez pauvre, dans lequel il y a peu de nutriments, peu de phosphore, peu de potassium. Je saute d'un continent, je retourne en Afrique, et certaines études tentent à montrer que le Sahara, c'est une zone qui a, au cours des dizaines de milliers d'années précédentes, subi des périodes désertiques ou très végétalisées. C'est une oscillation qui n'est pas très bien expliquée, mais en tout cas, le Sahara n'a pas été toujours un désert, ni toujours une forêt luxuriante. Ça varie beaucoup au fil du temps, au fil des temps historiques. Et il se dit, il y a certaines études qui tentent à montrer que le Sahara, pour la dernière grande désertification, cette dernière grande désertification serait due à un impact humain, anthropique. C'est une surchasse sur les territoires, potentiellement due à ces outils très performants dont j'ai parlé tout à l'heure, les outils à propulseurs. Et cette surchasse, en fait, en éliminant les prédateurs ou les ruminants, en fait, toute la faune qui était sur ces territoires-là, aurait perturbé les cycles végétaux. Parce que les ruminants, les animaux, sont totalement inscrits dans leurs écosystèmes et participent au cycle naturel des végétaux. En perturbant ces cycles naturels des végétaux, il y aurait une perturbation du climat local, parce qu'en fait on sait maintenant que les végétaux participent au fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas au-dessus d'eux. C'est des phénomènes complexes que je ne comprends pas très bien, mais c'est des choses qui sont bien montrées désormais. Et le régime de mousson aurait été stoppé, d'abord ralenti, puis peu à peu stoppé par la modification de l'écosystème par nous. Donc vous voyez là un impact anthropique très important. Et là où je voulais illustrer mon propos par une puissance d'action de l'humain sur son environnement, c'est qu'il est sûr, alors là par contre c'est sûr aujourd'hui, que les minéraux qui font que la forêt amazonienne est si fertile, si luxuriante, si riche, ça n'est pas qu'elle les trouve dans son sol, cette forêt ne peut pas les trouver dans son sol, c'est un sol plutôt pauvre. En fait, les minéraux proviennent par le vent qui traverse l'Atlantique du Sahara. Je répète, les minéraux, phosphore, potassium, etc., sont transportés par le vent depuis le Sahara, traversent l'Atlantique et sont déposés dans la forêt amazonienne, ce qui est l'apport principal de cette forêt pour qu'elle soit si riche et si luxuriante. Alors, on le sait, nous, de temps en temps, il y a des pluies de sable dans le sud de la France, jusqu'à Lyon, on peut en avoir, peut-être même un peu plus au nord. Alors, on voit que c'est possible, que ça traverse de grandes distances, mais en fait, ça traverse tout l'Atlantique. Et vous voyez que là, on a... Tout ce que je vous dis, c'est passé à des époques où nous n'étions que quelques millions d'êtres humains sur Terre, quelques millions d'Homo sapiens. Et vous voyez qu'il y a quelques millions, grâce à une puissance technique très grande, il est possible que nous ayons influencé, voire impacté et transformé des zones extrêmement grandes. Et potentiellement, on comprend en quoi aujourd'hui on est craintif d'un dérèglement massif du climat, puisqu'il y a plusieurs millénaires déjà, nous avions des impacts transcontinentaux. Alors je ne sais pas pour le temps, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste conclure parce que je sais que nous allons, je crois tout à l'heure, essayer de parler politisation de l'Anthropocène ou de notre difficulté à gérer l'effondrement.
Et je vais, si vous le voulez bien, citer un anthropologue anarchiste que j'aime beaucoup. Non pas que je sois moi-même anarchiste, la question importe peu, mais c'est juste pour illustrer le lien complexe qui existe entre notre capture d'énergie, la technique que nous déployons, comment la technique organise elle aussi nos sociétés. La technique n'est pas neutre. Quand on utilise tel ou tel outil, on devient tel ou tel technicien, donc un humain particulier, avec une culture particulière. Comment cela aussi façonne nos régimes politiques, nos rapports à l'autre, le rapport à tout ce qui est à l'extérieur de nous. Tu parleras de naturalisme, je pense, tout à l'heure. Donc la définition même de la nature est potentiellement liée à l'usage de l'outil. C'est des questions complexes. Et voilà ce que dit Scott à propos de l'agriculture. Les céréales, du fait de leur valeur plus élevée par unité de volume et de poids par rapport à presque tous les éléments, ainsi que de leur relative facilité de stockage, étaient une culture idéale tant du point de vue de l'impôt que de la subsistance. C'est important, hein, les taxes et la subsistance, liées à une technique appliquée à une céréale en particulier. On pouvait donc les décortiquer au dernier moment. Elles constituaient une ration parfaite pour les ouvriers et les esclaves, et étaient le produit le plus adéquat à payer un tribut, et alimenter troupes et garnisons. Combattre une pénurie ou une famine, ou bien nourrir une ville entière tout en résistant à un siège. Voilà peut-être une citation introductive au débat que nous allons mener. Il y a un lien pour moi, et c'est ce que j'essaie de développer dans mes travaux, entre la capture d'énergie, la technique que nous utilisons, la forme de nos sociétés et nos capacités à défendre nos intérêts. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Vincent pour cette prouesse en 20 minutes de nous avoir fait voyager à travers le globe et à travers un certain nombre de concepts qui ne sont pas évidents à illustrer. Du coup, avant de passer la parole à Virginie, chose promise, chose due, est-ce que vous avez des questions de compréhension sur l'exposé de Vincent Mignereau? Oui. Donc vous avez dit que vous étiez chercheur indépendant, et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que c'était qu'un chercheur indépendant par rapport à un autre chercheur. C'est un statut hybride et improbable en France, dans le sens où l'histoire de la France n'est pas faite de ce format de recherche-là, qui est très institutionnel et très cloisonné en France, et quelque chose qui est plus habituel en fait dans les pays anglo-saxons. C'est plutôt un statut par défaut, c'est un simple statut administratif qui me permet d'avoir un SIRET, donc c'est tout bête. Je suis plutôt quelqu'un qui écrit et qui propose de la matière à penser. Chercheur indépendant, c'est simplement ma façon d'exister administrativement, beaucoup plus qu'une revendication, si vous voulez. Voilà. Il est vrai qu'en France, c'est pas traditionnel la recherche indépendante. Aux États-Unis, des labos peuvent employer des chercheurs indépendants. En France, c'est rarissime. Très bien, et bien, Virginie. Alors, allez-y. Oui. Alors l'entropie, c'est une mesure de la quantité d'informations contenues dans un système. C'est pour ça que je l'ai illustré avec la dispersion. Comment vous expliquer l'entropie facilement, ça va être compliqué. C'est une mesure de la quantité de désordre ou d'ordre dans un système. Et l'entropie, quand on fait la transformation, la physique dit qu'elle ne peut qu'augmenter. Donc mon illustration, c'était juste de dire que quand on fait une transformation dans l'environnement, par exemple quand on brûle des hydrocarbures, la quantité d'informations contenues dans le système qui a brûlé les hydrocarbures, elle est perdue et elle se retrouve dispersée dans l'environnement. Je préfère vous renvoyer à des définitions plus précises de physicien que je ne suis pas. L'illustration, elle est correcte sur le plan physique, je m'en suis informé. Hein, j'ai vérifié quand même que ce que je racontais avec le sable était pertinent, ça l'est. Et je préfère vous renvoyer vers des... Alors c'est vraiment une notion très complexe, l'entropie, hein, qui ne se résume pas à cette expérience sur le sable. Mais par contre, elle reste la contrainte majeure qui régit toute notre organisation par rapport à notre consommation d'énergie et à la transformation de notre environnement. Donc du coup, je rappelle le titre de l'ouvrage de Vincent, donc Transition 2017, réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et je vais maintenant passer la parole à Virginie Maris, qui donc elle est chercheuse en philosophie de l'environnement
auprès du CNRS et également auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver à la librairie, dont notamment un livre qui s'appelle « La part sauvage du monde ». Et Virginie, tu travailles notamment beaucoup sur les questions de biodiversité et du coup d'extinction de la biodiversité. On entend de plus en plus parler de 6e extinction de masse. Donc on souhaite en savoir plus et t'entendre sur cette question-là. Et du coup, tu as aussi beaucoup travaillé sur justement cette opposition qu'on entend encore très souvent entre nature et culture, entre l'homme et le reste du vivant, qui est probablement un concept qu'on est en train un peu laborieusement de tenter de dépasser en termes collectifs. Et donc voilà, pareil, tu as 20 minutes pour nous parler de tout ça avant qu'on passe au débat. Merci beaucoup Corinne pour cette présentation. Et puis merci à toute l'équipe du Campus Sauvage pour l'invitation, et pas simplement pour mon invitation, mais pour l'existence de ce nouvel événement. Le nombre de personnes dans la salle atteste qu'il était absolument nécessaire et m'impressionne beaucoup. Étant arlésienne, évidemment, je suis très intimidée de prendre la parole à la Bourse du Travail pour autre chose que annoncer une fanfare. Bon. Alors, il ne s'agira pas de fanfare ce soir. Donc, je te remercie beaucoup, Vincent, parce qu'on s'est à peine coordonné, mais la transition va se faire assez naturellement. Tu l'as mentionné, cette caractère anthropique des changements planétaires, etc. Il y a un terme qu'on entend de plus en plus, qui vous est peut-être devenu familier ces dernières années, mais sur lequel je vais revenir et qui va me servir un petit peu de point d'introduction, qui est la notion d'anthropocène. L'anthropocène, c'est un terme composé donc de anthropo, l'humain, A-N-T-H-R-O, scène, la période, enfin scène c'est nouveau, mais c'est comme ça que les géologues utilisent, enfin c'est le suffixe que les géologues utilisent pour distinguer les différentes périodes, les différents âges de la Terre. Et donc nous serions entrés dans l'anthropocène, l'ère de l'homme, l'ère de l'humain, une nouvelle ère pour la planète. Et c'est un petit peu à travers cette notion-là que je voulais entrer dans la discussion, ou en tout cas entrer dans ma présentation, parce qu'elle me fait beaucoup réfléchir, penser, douter, et je vais partager un petit peu ces doutes avec vous. Donc, anthropocène, on voit l'étymologie, comment est-ce que ça arrive dans la littérature? Ça arrive assez récemment, en 2000, avec une proposition d'un chimiste, en fait, Paul Crutzen, qui considère que la nature globale des changements que les humains provoquent à la fois dans l'atmosphère, la biosphère, la géosphère, est suffisamment importante pour que, d'un point de vue géologique, se distingue un nouveau temps, le temps de l'homme. Et il suggère, donc finalement c'est un chimiste, quelqu'un qui travaille à la fois sur la chimie du climat, on va dire, et qui suggère à une autre communauté scientifique, les stratigraphes, d'étudier la possibilité d'ajouter dans les couches, on se souvient en géologie, de différentes couches des âges de la Terre, cette dernière période qui succéderait à l'Holocène et qui serait l'ère de l'humain. Alors un scientifique qui pose une question à d'autres scientifiques, on pourrait dire ça va, dans 30 ou 40 ans ils vont avoir réglé ça, ça ne devrait pas nous faire frémir. Néanmoins, en fait, ce qui se dessine derrière ce terme scientifique et cette proposition scientifique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus chargé, et il me semble que cette charge mérite d'être explicitée. En effet, s'agit-il seulement d'un concept géologique? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de l'ère de l'homme, de l'ère de l'humain? Et est-ce que plus qu'un concept géologique, en gros, ce que vont chercher des géologues, c'est des marqueurs dans les couches elles-mêmes, donc généralement dans les couches rocheuses, mais on peut aussi envisager de les trouver dans des carottes glaciaires, des marqueurs qui soient physiquement significatifs pour distinguer un avant d'un après. Et en fait, derrière cet anthropocène, cette notion d'anthropocène et cette normalisation de l'anthropocène, moi je vois aussi un grand récit. On est en train finalement d'assumer complètement la centralité de l'humanité dans toute l'histoire de la Terre.
au point qu'on nomme la période dans laquelle nous sommes. Et du coup, en essayant de voir quels sont les ressorts techniques et scientifiques de ce débat, peut se dessiner une lecture un petit peu différente de la grande lecture de l'humain qui transforme la planète, notamment quand on regarde quelles sont les propositions de datation. Parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord pour dire que l'humain a tout changé, il faut qu'on se demande quand est-ce que ça a commencé. Et Vincent a donné des pistes pour ça. Et effectivement, dans les candidats possibles pour la datation de l'Anthropocène, se sont succédées différentes hypothèses. La première étant le néolithique, donc la domestication, ce moment où les humains transforment de façon active la nature dans laquelle ils vivent, et qui se marque effectivement, notamment avec des grandes transformations de régimes forestiers qui sont inscrits au niveau des quantités de carbone que l'on trouve aujourd'hui dans les carottes glaciaires qui permettent de le tracer. Et là, dans ce cas-là, on est un peu vraiment, enfin pas un peu, on est complètement dans la foulée de ce que tu suggères, c'est-à-dire une conception anthropologique de la crise actuelle. La crise actuelle, mais que le déploiement, la dernière phase, enfin peut-être pas la dernière, mais la phase la plus récente, d'une longue histoire qui commence avec l'humanité elle-même, qui serait inscrite anthropologiquement dans l'humain. Néanmoins, il y a d'autres marqueurs qui sont identifiés, et d'ailleurs les stratigraphes s'intéressent plus à cela car ils sont plus significatifs. La colonisation de l'Amérique. La colonisation de l'Amérique avec un transfert massif, donc il y a eu effectivement les extinctions de mégafaune quelques 18 000 ans auparavant, mais là on a un transfert massif d'espèces, on a vraiment un changement significatif de la biosphère du fait des allers-retours, à la fois pour de la domestication, on va transférer des espèces agricoles vers l'Europe, et puis les colons arrivent avec tout leur cortège d'espèces nouvelles, premièrement, puis deuxièmement, le génocide, on décime de façon volontaire et accidentelle via les grandes épidémies tout un peuple, et un peuple qui était en partie un peuple agricole, et on a un changement radical du régime forestier avec bizarrement une reforestation assez subite et assez massive qui a d'ailleurs donné lieu à ces fantasmes de wilderness et de nature sauvage des pionniers américains qui avaient l'impression d'arriver dans une nature vierge. Ils arrivaient sur un champ de ruines, ils arrivaient sur les traces d'un génocide et sur une nature qui avait repris finalement derrière le carnage. Et là, dans ce cas-là, finalement, c'est plus trop l'Anthropocène, c'est quoi? C'est le Britannocène, l'Empirocène, le Colonialocène. En tout cas, ce dont il est question n'est pas simplement une question humaine, c'est une question qui s'inscrit dans une histoire, et dans une histoire coloniale, violente, qu'il ne faudrait pas éviter de nommer quand on essaye de faire face aux problèmes actuels. Autre marqueur évident, et effectivement là on a vraiment une inflexion, une sortie de trajectoire, l'extraction des énergies fossiles, d'abord via le carbone, enfin via le charbon, et puis ensuite avec le pétrole, avec la machine à vapeur. Donc là on est en 1784, pleine expansion, on va dire, des sociétés productivistes, capitalistes d'un côté, bientôt rejointes par des productivismes à tendance plutôt soviétique de l'autre, en tout cas une société d'hyperproduction, une société industrielle qui se met en marche et qui s'étend à l'échelle de la planète. Et là encore, Anthropocène, c'est pas tellement tous les êtres humains qui sont dans le grand train du progrès industriel de l'humanité, c'est une partie d'entre eux. Alors productocène, capitalocène, on a d'autres termes, d'autres concurrents pour parler de ce temps-là, si c'est cet indicateur. J'en donne encore deux parce qu'il me semble important. On aura du coup quelques pistes un petit peu pour essayer de dessiner la cartographie des victimes et des coupables quand on parlera tout à l'heure des solutions politiques. La fission nucléaire. La fission nucléaire, elle est très bien pour les stratigraphes parce qu'elle est très marquée. Alors là, il n'y a pas de doute. Premiers essais nucléaires, à peu près partout sur la planète, la trace est là. On a un pic de radioactivité qui s'inscrit dans la peau même de notre planète. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la guerre froide, c'est les sociétés militaro-industrielles. On a vraiment un nouveau régime qui se met en place, un nouveau régime de domination du monde par la menace nucléaire qui va transformer
pas simplement les relations entre l'URSS et les États-Unis, qui va transformer la géopolitique complète de la planète Terre, et qui effectivement est un autre marqueur, une autre sortie de route de la façon dont l'humanité a interagi avec le reste du monde. Et justement pas l'humanité, excusez-moi, en tout cas une partie de celle-ci. Militaro-scène, industrielle-scène, on peut trouver des mots. Et puis finalement, celle qui semble retenir toutes les faveurs, c'est la grande accélération, 1950. On se lâche, consommation de masse, globalisation du marché. Et là, pareil, au niveau carbone, on a vraiment... en fait, on peut prendre tous les indicateurs, on appelle ça le tableau de bord de l'Anthropocène. On a toute une série d'indicateurs, population mondiale, PIB, nitrate, on les multiplie, et là ça décroche complètement en 1950. Consommocène, globalocène, on peut aussi essayer de trouver des mots pour montrer comment est-ce qu'il y a un changement de régime qui se passe à ce moment-là, un changement qui va bouleverser radicalement l'organisation des humains, nos civilisations, nos sociétés, mais qui va s'inscrire, se marquer dans la Terre tout entière. Alors, une fois dit cela, qu'est-ce qu'on fait dans cette ère de l'humain, dans cette ère de l'humanité totale? Eh bien, pour un nombre d'auteurs, de scientifiques, on commence par déclarer la fin de la nature. Arrêtez de nous embêter avec ces histoires de protection de la nature c'est fini, on est chez nous partout. C'est vrai que jusqu'à présent, on a piloté un peu à vue. On s'est pris 2-3 murs, mais maintenant, avec la science, la technique, le progrès, la gouvernance mondiale, on est les maîtres à bord, on va gentiment décoller notre vaisseau Terre vers les horizons lumineux du progrès. C'est assez facile de liquider un concept comme celui de nature, parce que le pauvre, il en a pas mal contre lui. En effet, je vais en venir un petit peu à ma conclusion. Vous pourrez acheter le livre si vous voulez avoir tous les détails de mon argumentation. L'idée que, en tant qu'être humain, nous pourrions avoir quelque chose comme une responsabilité spécifique vis-à-vis de la protection de la nature, du monde naturel, des autres espèces, et quelque chose qui se ringardise un petit peu, y compris dans les discours environnementaux, de diverses manières. Et la notion de nature et la distinction que l'on pourrait faire entre ce qui relève de la nature et ce qui n'en relève pas est quelque chose qui est extrêmement difficile à maintenir. Et on va dire, mon amour pour les causes perdues m'a poussé à essayer d'aller réinvestir, revitaliser cette notion de nature et l'importance que nous aurions à la considérer comme un enjeu véritable. Alors d'abord, cause perdue, en effet, la nature, elle est, si ce n'est morte, en tout cas bien moribonde. Tu as donné quelques éléments tout à l'heure. On est vraiment dans une crise du vivant, une crise de la biodiversité, un effondrement probablement sans précédent de l'histoire de l'humanité et même de l'histoire de la vie sur Terre, de la diversité, la quantité, la complexité de la vie qui nous entoure. Cet effondrement, il se manifeste de différentes façons. D'abord, on en parle beaucoup, la disparition des espèces. On parle de sixième épisode d'extinction de masse, c'est-à-dire qu'on aurait... la dernière, c'est Crétacé-Tertiaire, la mégafaune est soit inclus dans... Enfin, les extinctions de mégafaune sont soit négligées, soit inclus dans l'extinction en cours. Mais Crétacé-Tertiaire, c'est 65 millions d'années, quoi. Ça fait un petit moment. Et donc, c'est les dinosaures. La dernière fois que la vie a traversé un épisode de l'ampleur de celui qu'on traverse actuellement, c'est la disparition des dinosaures qui était en jeu. Également, et ça m'intéresse particulièrement parce que c'est peut-être une façon plus facile à appréhender pour nous, un phénomène qu'on appelle le phénomène de défaunation. Non seulement la diversité se réduit, donc il y a de moins en moins de formes différentes de vivants, mais il y a de moins en moins de vivants sauvages. Des poulets et des cochons, je ne vous raconte pas, la biomasse, on est rendu à 93%
de la biomasse des vertébrés terrestres qui sont des animaux domestiques. Mais pour ce qui est des animaux sauvages, on a de moins en moins d'individus. Alors on a les rapports Planète Vivante par exemple, qui considèrent qu'en 40 ans, 60% de la biomasse des vertébrés terrestres aurait disparu. Donc là, c'est plus les espèces, c'est les individus. Quand il y en avait 10, il n'y en a plus que 4. Ça veut dire qu'on a vraiment une sorte d'extinction, de mort en cours sous nos yeux du monde sauvage. Et puis, disparition des milieux. Donc, chez nous aussi, en France métropolitaine, on n'arrête pas. On dézingue, on artificialise, on fait des autoroutes, des lignes à grande vitesse, pas des aéroports. On a failli. Et puis, des milieux particulièrement impactés. Enfin, là, c'est des assauts qu'on arrive à peine à imaginer, que sont les forêts tropicales. Donc là, c'est le deuil mondial. Chaque année, il y a l'équivalent de la superficie de l'Angleterre qui disparaît, qui part en fumée, au sens propre et au sens figuré, en forêt tropicale. Donc, on a vraiment cette nature qui meurt, si vous voulez, comme phénomène, comme réalité. Le monde sauvage, cette partie du monde que nous n'avons pas créée, et c'est comme ça que je définis la nature, disparaît sous nos yeux à des vitesses complètement effarantes. La notion de nature comme concept disparaît aussi. Je vais y revenir dans un instant. Donc, quelles sont les réponses un peu qui sont sur la table? Qu'est-ce qu'on propose actuellement comme réponse à cette crise? Il y a deux réponses qu'on entend majoritairement sur la table. La première, je l'ai évoquée, c'est le bon anthropocène, on y va, on progresse, on fait pas de gâteaux, on débrûle les gâteaux, on ramasse les grains de sable. C'est vraiment intéressant que il y a une sorte de négation dans cette espèce de optimisme technologique dans la capacité de l'humain à régler plus ou moins par la technique les problèmes qu'il a causés par la technique, qui est assez incroyable et très présente. C'est pas 2-3 marginaux. Alors oui, il y a 2-3 marginaux, 2-3 posthumanistes, etc. Mais à peu près tout, on va parler des GAFA, enfin voilà, et donc parmi les décideurs, et parmi les grands industriels, et parmi les personnes qui ont les manettes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, à mon avis, de façon assez sincère, pensent que la technologie va résoudre les problèmes dans lesquels on se trouve. Et même parmi les conservationnistes, ceux qui m'intéressent, on fait en ce moment beaucoup de travaux sur la désextinction. Donc on prend on retrouve de l'ADN de mammouth laineux pour refaire du mammouth laineux. Ah non, mais on le fait. Et donc on aura bientôt des parcs à mammouth laineux. Grâce à ça, alors évidemment, je ne vais pas passer, vous avez compris que je n'ai pas une sensibilité particulière pour ce genre d'option, on pourra en reparler, mais l'autre, si vous voulez, l'autre voie, c'est celle de la réconciliation, la reconnexion, ce qu'on appelle dans le monde de l'écologie gagnante-gagnante. Donc il faut qu'on trouve une façon gagnante-gagnante d'interagir avec la nature. Il faut qu'on arrête de séparer nature et culture, qu'on se rende compte qu'on fait partie de la nature fait partie de nous. Et tout ça, évidemment, on est tous d'accord, on a tous envie, c'est beau, il y a beaucoup d'amour, etc. Et en fait, mon propos, c'est un peu de dire attention, parce qu'on est tellement omnibulé par notre centralité, on est tellement nombriliste, pas simplement d'un point de vue moral, à accorder des droits, des valeurs, des respects aux êtres humains, mais même d'un point de vue épistémique, à ne se considérer nous-mêmes, si vous voulez, à ne penser le monde que d'une façon périphérique à la façon dont nous pensons les humains, que ces stratégies gagnantes-gagnantes risquent bien de devenir simplement la nouvelle forme de la domination, un tout petit peu plus acceptable. Alors j'ai une image, d'habitude j'utilise les esclaves et les esclavagistes, mais cette nuit j'ai une image vachement plus radicale, alors je la partage avec vous. C'est imaginer par exemple un agresseur sadique qui est en train de vous étouffer comme ça, et vous allez bientôt mourir, vous pouvez presque plus respirer. Puis là, il a une crampe au doigt. Il dit, si je relâche un peu la prise, je pense qu'elle sera mieux, parce qu'elle va respirer un petit peu plus. Puis moi, ça va me soulager le pouce. Gagnant-gagnant. Ah bah ouais, c'est une stratégie gagnante-gagnante.
Alors, quand on est dans un rapport avec la nature, qui est le rapport d'un agresseur en train d'étrangler sa proie, on a beaucoup de marge de manœuvre pour faire du gagnant-gagnant, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on a trouvé une solution qui soit moralement, politiquement et écologiquement satisfaisante pour la nature. Du coup, moi je me dis non, il faut assumer le grand partage, la grande différence, il faut essayer de se reconfigurer le cerveau pour penser qu'en fait, non, c'est pas vrai, le Sahara n'est pas un artifice, non, c'est pas vrai, l'Amazonie n'est pas un artifice. On est dans un monde, oui, petit bout par petit bout, les humains ont changé pas mal de choses, mais la planète elle-même, l'entropie, la gravité, la sélection naturelle, la planète elle-même, toutes les espèces, elles nous précèdent, elles nous informent et elles produisent quelque chose qui mérite un respect indépendamment de l'utilité que ça peut avoir pour nous, indépendamment de l'amour, de l'esthétique, etc. Et j'espère que dans la discussion, on arrivera à revenir, vous me donnerez l'occasion de revenir là-dessus et de chercher un petit peu quels sont ces trucs, qu'est-ce qu'on peut développer mentalement pour se décentrer, comment le travail de décentrement de l'humain dans la biosphère peut aussi rentrer en écho avec d'autres formes de décentrement, et je pense notamment à la convergence qu'il peut y avoir avec des pensées, des combats féministes, avec la décolonisation en général, et comment, à un moment, ce pas de côté, il faut qu'on trouve des outils pour le faire. Et j'ai un outil dont je ne vous parle pas, mais il m'a été inspiré hier soir au moment de la cartographie participative, et c'est un outil géotemporel qui est vraiment sympa si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Merci beaucoup. Merci infiniment, Virginie. Pareil, avant de passer au débat, on peut prendre quelques minutes s'il y a des questions de compréhension sur l'exposé que vient de nous faire Virginie Maris. Tout était clair. Parfait. Absolument parfait. Alors je vous propose qu'on passe au débat, et pour l'introduire, je vais reprendre quelques-uns des éléments qui ont été exposés par Vincent et Virginie. Alors je vais le faire à ma manière et de manière à mettre tout le monde très à l'aise aussi sur le débat, donc de manière peut-être un peu réductrice, voire un peu provocatrice par rapport à la complexité de ce que vous nous avez dit, mais il y a des moments où il faut resserrer pour pouvoir avancer. Et il me semble que dans ce que vous avez dit tous les deux, des choses qui ressortent, qui sont parfois presque un peu contradictoires entre vos deux interventions. C'est-à-dire qu'on a à la fois évidemment cette idée d'effondrement que vous avez tous les deux abordée, et notamment la question qui se pose à nous là en lien direct avec l'intervention de Virginie, c'est est-ce que finalement dans cette 6e épisode d'extinction de masse, est-ce que finalement l'espèce humaine n'est pas la prochaine espèce sur la liste? Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été même une phrase qui a été dite par la secrétaire exécutive de la Commission Biodiversité des Nations Unies. Donc c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui de manière très sérieuse. Il y a également un chercheur qui s'appelle M. Schellnhuber, qui est le fondateur de l'Institut Climat de Potsdam, qui, quant à lui, va assez loin aussi et de manière très chiffrée et très argumentée, puisque lui, il estime que non seulement il va y avoir un effondrement, mais en plus que cet effondrement va réduire la population mondiale de manière extrêmement drastique à une population d'1 milliard d'individus. Donc cette question-là, elle se pose aujourd'hui d'une manière qui n'est pas du tout abstraite. Alors c'est vrai qu'on a vu, notamment pendant l'exposé de Vincent, que la planète a vécu avant l'apparition de l'homme, et de manière même très large, puisque finalement la présence de l'être humain sur Terre, si on veut bien considérer l'ensemble de l'histoire de cette planète, c'est un clin d'œil, un battement de cils, en tout cas une période très restreinte. Donc
La question du coup peut aussi se poser dans ces termes. Finalement, est-ce que c'est si grave que ça si l'être humain est amené à disparaître ou en tout cas à être réduit en termes de population? Et puis, Vincent, tu as expliqué le fait que voilà, nous étions des méga prédateurs, comme il y a eu la mégafaune, nous sommes des méga prédateurs en matière d'énergie, en matière d'accaparement d'énergie. J'ai retenu ce chiffre de 1300 km² d'impact surfacique par individu. Et ça pose aussi la question de savoir si finalement l'être humain est par essence toxique en soi. Est-ce que la présence de l'être humain est toxique pour la planète en soi, ou est-ce que c'est une construction politique, comme semblait davantage l'indiquer l'exposé de Virginie, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas plutôt des modes de vie, des modes d'organisation de la production et de la consommation qui sont à l'origine de cette prédation d'énergie? Et donc voilà, tout ça m'amène à poser le débat, ou à vous proposer en tout cas des angles pour cet échange, autour finalement de trois questions qui sont en réalité une seule et même question. D'abord, c'est est-ce qu'il y a une place possible pour l'être humain dans la biosphère? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, nous, êtres humains, de se faire une place qui n'empiète pas sur le reste du vivant? Première chose. Et puis la deuxième chose, puisqu'il s'agissait aussi de politiser cette question-là dans le débat, est-ce qu'il est nécessaire et utile d'agir ou pas? Est-ce que tout ça est voué à l'échec, ou est-ce qu'on a effectivement des possibilités de lutter, de passer à l'action? Et dans ce cas-là, eh bien, évidemment, que faire? Si on juge qu'il faut agir, est-ce qu'on commence à ramasser les grains de sable sur le parking? Est-ce qu'on mange le gâteau brûlé même s'il est carbonisé? Ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer? Je vous livre tout ça, c'est évidemment très riche, et il y a peut-être d'autres choses que vous allez avoir envie d'apporter au débat, et c'est juste pour lancer sur des pistes que vous pouvez tout à fait choisir de ne pas les suivre. Et du coup, on va embrayer tout de suite pour que ce soit vous, ceux qui le souhaitent, qui aient la parole, et ensuite on reviendra vers Vincent et Virginie après un premier tour de questions ou de remarques issues de la salle. Donc on va juste essayer de faire en sorte d'avoir des prises de parole courtes, d'1 minute, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Et on va également essayer autant que possible d'alterner les prises de parole féminines et masculines, histoire que les choses soient à peu près équilibrées, ce qui, je crois, est important aussi dans ce festival. Bien, merci. C'est une question qui aurait pu être dans l'explication, c'est pour ça que je la pose tout de suite. J'étais un petit peu gênée, moi, par le fait que vous parlez d'entropie et au moment de la déforestation, enfin, de la cause humaine dans la modification, mais qui serait dans l'essence de l'humain. Et après, quand il y a la colonisation et tout ce qui s'est passé, là, vous dites, mais c'est pas l'humain. Et là, tout d'un coup, on est dans autre chose. Vous allez chercher dans des explications des attitudes, la colonisation saine, enfin voilà. Et là, je trouve que c'est aussi des humains. Donc, c'est très artificiel. Alors, c'est vrai qu'il y a des humains qu'on peut juger bons ou mauvais selon ce à quoi on croit, selon une certaine morale, une certaine éthique, mais ça reste des humains. Et je trouve que cette construction me gêne un petit peu sur le plan de la réflexion. Oui, bonsoir. Je me demandais si le fait de manière à décentrer un petit peu le débat sur l'humain par rapport à ce problème de la culture et de la nature, le fait, même si c'est à des échelles beaucoup plus longues, que par exemple des micro-organismes aient pu polluer leur environnement avec de l'oxygène, ça ne permet pas aussi, en essayant de se remémorer un certain nombre de catastrophes biologiques sur des temps beaucoup plus longs, hein, donc peut-être moins effrayantes, de considérer la culture comme une forme d'émission naturelle, ce qui nous permettrait de regarder toutes ces choses avec une forme d'objectivité et peut-être de comprendre pourquoi est-ce qu'une espèce, à un moment donné, va créer un tel déséquilibre, et de ne pas
pas se voir nous-mêmes, disons, comme une espèce totalement à part, mais simplement une espèce qui, à un moment particulier, est en train de salir effectivement son environnement, mais comme si c'était un phénomène finalement récurrent, universel aussi. Voilà, simplement de manière à se donner une chance peut-être de comprendre le processus et peut-être de l'aménager, puisque même si les organismes ont pu ensuite s'adapter à l'oxygène, c'était sur des temps extrêmement longs et donc ça nous concerne très peu. Merci. Est-ce que, donc il y a monsieur là-bas, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'une femme souhaite s'exprimer? Vous avez parlé des différentes étapes qui ont pu avoir un impact négatif sur l'environnement, la colonisation par exemple, et le développement de la technologie, etc. Donc qui sont, on va dire, plutôt des actions négatives. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est très positif et qui a un impact sur l'environnement? C'est la démocratisation du monde. Est-ce que ça ne nous empêche pas des fois de penser notre place dans le monde? C'est-à-dire que, alors je ne sais pas à quel moment le faire partir, la démocratisation, mais en tout cas, de plus en plus de gens, peut-être légitimement, veulent avoir un impact et veulent avoir le bénéfice de s'approprier les biens de la planète. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait penser aussi? Oui, moi je voulais venir sur les deux options et la troisième que vous proposiez, à savoir la première où il y avait les progressistes, donc effectivement, que vous avez cité, ceux qui veulent rallier nature et culture, et vous parlez donc de notre option, d'essayer d'assumer, de se décentrer. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui l'essaient. Moi, cette expérience au niveau familial, après il y a des communautés qui le font, des échelles plus grandes, c'est qu'on se retrouve vite quand même accaparé, je dirais détruit rapidement par les progressistes ou les naturculturaux qui veulent tout réunir, dans le sens où en fait eux ils ont une expansion par l'énergie, une expansion par la force, par la puissance, qui forcément, une dernière, c'est même par définition, ils sont là pour nous absorber. Alors que nous, par définition, on est là pour faire autre chose. Et donc, dans cette lutte-là, moi déjà, j'ai pas mal d'exemples dans l'histoire, même au niveau des micros, s'il faut, mais ça me paraît être quelque part une règle de voir la destruction des gens comme de cette culture-là, on va dire, qui se fasse absorber plutôt que l'inverse. Donc, il faut savoir s'il y a des contributeurs, en tout cas l'imaginaire qui se voit par rapport à ça, et parce que, voilà, par rapport à cette question-là, je suis très, très uni. Je vous propose qu'on arrête là déjà pour ce premier tour, parce qu'il y a déjà des interventions très riches, et qu'on vous laisse du coup réagir. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Ok. Oui, ce sont des humains aussi, mais si vous voulez, donc est-ce que quelle distinction ça ferait de parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène, vu que les capitalistes sont des humains? C'est que tous les humains ne sont pas capitalistes. C'est juste ça, c'est qu'en fait, dans les différents éléments qu'on a mentionnés, c'est des éléments où il y a une certaine partie de la population, et souvent une partie très minoritaire, qui s'accapare un immense bénéfice et qui fait peser un coût énorme, un coût excessif. Ouais, je vais prendre des notes à ça. Sur le reste de la population, du coup, évidemment que les capitalistes sont des humains, évidemment que les colons sont des humains, mais la différence que ça fait de désigner l'humanité dans son ensemble, quand on essaye de trouver la responsabilité de la situation dans laquelle on trouve, ou d'identifier de façon plus précise ceux qui ont été notamment les gagnants des transformations, ça fait une grosse différence dans la façon dont on va ensuite être capable d'envisager, par exemple, les enjeux de justice sociale, de réparation ou de contribution actuelle à la remédiation des problèmes, etc. Donc voilà, oui, les capitalistes sont des humains, non, tous les
humains ne sont pas capitalistes. C'est ça un petit peu, si vous voulez, l'hypothèse, c'est est-ce que ces tendances d'accaparement, voilà, on peut citer l'outil, la domestication, l'extraction des ressources énergétiques mais aussi minières, est-ce que ça, ce sont des tendances qui sont inscrites dans l'humanité elle-même, ou est-ce que c'est à certains moments, certaines sociétés, certaines civilisations qui les auront mobilisées et qui, du coup je boucle comme ça, et qui les mobilisant se sont trouvés en situation de domination démographique, culturelle. Donc les deux questions peut-être, sur un temps très long, se rejoignent, parce que si on a des traits qui sont des traits absolument dominants, alors ils vont se propager d'une façon à ce que finalement ce n'est qu'une question de temps avant que toute l'humanité soit... La réalité n'est pas celle-ci, toute l'humanité ne devient pas riche, colon, capitaliste, homme. En fait, en général, 90% de l'humanité reste avec des moyens relativement modestes, avec un impact sur les écosystèmes relativement restreint ou excessivement subi, parce qu'on a aussi l'impact qu'on produit de façon absolument non choisie, etc. Ça me permet de répondre donc aux questions 1 et 4. Je fais un tout petit tour, Franck, sur les bactéries. C'est là où, pour moi, justement, c'est assez intéressant de déconnecter un petit peu la discussion longue de l'impact de l'humanité dans son ensemble, des discussions à plus courte échéance, de l'impact de certains choix politiques, de certains choix industriels, de certains choix de consommation aussi, parce qu'effectivement, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on peut relire toutes sortes d'épisodes de l'histoire de la vie en les neutralisant. La question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas des bactéries, nous ne sommes pas non plus des chasseurs en train d'assommer le dernier dodo avec aucune espèce d'idée que c'est le dernier dodo qu'on a ça. On est une société organisée, informée, avec des choix à faire, des décisions à prendre, des coûts de nos décisions, à la fois sur la nature, sur les autres êtres humains. Et donc les questions qu'on se pose aujourd'hui, on ne peut pas se les poser comme des bactéries, on ne peut pas non plus se les poser comme des chasseurs-cueilleurs. C'est dommage, mais on est à peu près avec ça. Et il y avait... Ouais, Vincent, sur ces questions, et notamment sur la question de l'essentialisation de la responsabilité humaine. C'est ça. Alors peut-être qu'on aura, Virginie, toi et moi, une grille de lecture un tout petit peu différente, mais je pense complémentaire. J'ai coutume de dire que nous n'avons pas en fait un problème écologique, mais un problème existentiel qui génère un problème écologique. Et toute la question est de savoir ce qu'il y a de commun entre les chasseurs-cueilleurs qui ont plus ou moins fortuitement, plus ou moins par la force des choses, ont développé l'agriculture, sont devenus eux agriculteurs. Hein. C'est pas des extraterrestres qui sont venus et qui ont remplacé les chasseurs-cueilleurs, ce sont des humains chasseurs-cueilleurs qui ont développé l'agriculture, qui était d'ailleurs en germe depuis très très longtemps dans les pratiques des chasseurs-cueilleurs pour leur propre alimentation. On retrouve des meules, c'est-à-dire des pierres frottées l'une contre l'autre pour faire de la farine, qui sont des dizaines de milliers d'années antérieures à l'agriculture. Donc le lien avec les céréales est très très ancien. La question est de savoir ce que nous avons donc en commun, et tu as proposé de nombreux termes pour qualifier cette ère géologique, et j'en propose un autre depuis quelque temps, qui permet d'embrasser, selon moi, justement, la très grande diversité des modes d'adaptation de l'humain avec son environnement, qui ont parfois été extrêmement autorégulés, c'est-à-dire des populations qui ont fait le choix politique, justement, de ne pas trop impacter leur environnement. Alors, est-ce que c'est pour des raisons morales? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient une vision à long terme de leur existence? Est-ce qu'ils se considéraient eux-mêmes séparés de la nature ou non? Peu importe. Mais les chasseurs-cueilleurs sont restés dans des relations plus ou moins respectueuses, le terme ne convient pas, mais en tout cas peu impactantes avec leur environnement pendant 99% de l'histoire de l'humanité. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de la régulation qui est possible. Et je propose donc, pour encadrer des périodes de très grande régulation, on va dire volontaire, et des périodes de très grande dérégulation qui mènent à ce qu'on vit aujourd'hui, je propose le terme de dérégulocène.
Pourquoi des régulocènes? Parce qu'en fait, et on se retrouve confronté à la question de ce qui est de commun, et ce qui est de commun, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas commun à nous-mêmes en tant qu'Homo sapiens. Il y a quelque chose qu'il y a de commun avec le genre Homo en général, et même avec des petits macaques qui vivent aujourd'hui en Thaïlande ou avec les chimpanzés, c'est justement la capacité à déréguler l'approvisionnement, l'appropriation de l'énergie, la capture d'énergie dans les écosystèmes. Et des petits macaques aujourd'hui en Thaïlande qui utilisent la pierre, le caillou pour casser des coquillages, le font jusqu'à perturber l'évolution des coquillages eux-mêmes, ce qui les rend plus petits et qui finit par affamer la population de macaques, ce qui est du coup contre-productif. Donc ils n'ont pas le choix, soit ils abandonnent l'outil, soit ils meurent, soit ils changent de territoire. En fait, ils se retrouvent confrontés au même problème que nous face à une limite environnementale. Et donc ils sont face à un problème de dérégulation. Et la dérégulation, elle est donc propre à l'ensemble de nos contraintes adaptatives, puisque c'est ça qui nous fait avoir des avantages sur notre entourage. Et c'est là où peut-être on va pouvoir parler, Corinne, on l'évoquait tout à l'heure, on va pouvoir évoquer le syndrome de la Reine Rouge. Le syndrome de la Reine Rouge, il est indispensable en fait à intégrer dans notre réflexion. C'est le deuxième livre de Lewis Carroll. Après Alice au Pays des Merveilles, il a écrit De l'autre côté du miroir. Et c'est un livre qui a produit une métaphore assez belle et assez dramatique en même temps par rapport à notre histoire. C'est ce moment de l'histoire où Alice et la reine courent. Elles sont sur un damier, voilà, un environnement magique, elles sont dans un monde magique, elles sont sur un damier, elles courent à côté d'un arbre. Et la reine ne cesse de demander à Alice de courir toujours plus vite. Alice ne comprend pas, elle accepte, elle court toujours plus vite. Plus la reine lui demande, plus elle court vite, elle veut bien, elle est volontaire. Mais voilà, ça ne suffit pas à la reine, il faut qu'elle court encore plus vite. Alors Alice veut bien, elle court encore plus vite, elle accélère. Et au bout d'un moment, elle commence à regarder autour d'elle et elle constate que, très étonnamment, rien n'a bougé. Elles courent toutes les deux, de plus en plus vite, et le paysage n'a pas changé. Et donc Alice finit par demander à la reine, mais pourquoi on court? Ça sert à rien, on n'avance pas. Et la reine répond, il faut courir pour rester sur place. Et cet petit extrait de l'histoire proposé par Lewis Carroll a été utilisé par un biologiste qui s'appelle Lee Van Valen et qui donc parle du syndrome ou de l'effet de la Reine Rouge pour qualifier les processus de coévolution entre deux espèces. Je reprends toujours le même exemple parce qu'il est très parlant. Vous connaissez le guépard et la gazelle. Au départ de leur évolution commune, la gazelle était un tout petit animal chétif, le guépard était un petit chaton évidemment, et puis ils ont eu des rapports de capture d'énergie, ce dont on parlait, de rapport poids-prédateur, mais la gazelle, le petit gazélo, je ne sais pas comment on dit, les ancêtres de la gazelle n'aimaient pas trop se faire manger, donc sélectivement, petit à petit, elle a acquis la capacité à courir un petit peu plus vite, forcément pour fuir le prédateur. Mais le prédateur, lui, s'il veut continuer à pouvoir se nourrir, sélectivement, à chaque génération, les petits qui courent le plus vite finissent par plus manger que ceux qui courent moins vite, et ils sont sélectionnés, c'est ça la sélection naturelle. Mais alors, la gazelle qui cherchait à fuir le prédateur, si son prédateur court plus vite, il faut aussi que les petits courent de plus en plus vite. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, on se retrouve dans une sorte de boucle qui se renforce. Les proies et le prédateur développent des capacités d'accélération, de vitesse, qui sont de plus en plus grandes, mais qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est le rapport de force. Le rapport de force entre le proie et le prédateur est le même, peut-être même que les populations quantitativement n'ont pas beaucoup changé. Par contre, il y a eu développement, en l'occurrence d'une technique, la course, jusqu'à un point maximum sur le plan biologique où voilà, les deux êtres sont ceux qui courent le plus vite sur la planète Terre, et c'est tout. Ça n'a aucun intérêt sur le plan de l'évolution, sur le plan de la dissipation de l'énergie, pourrait-on dire, hormis le fait d'en dissiper un maximum. Et voilà la question qu'encadre le dérégulocène. C'est qu'il n'est pas exclu d'un dérégulocène qu'une population qui n'a pas intérêt à surexploiter son environnement mette en place des pratiques de régulation. Scott, Salins, les anthropologues anarchistes auxquels je me réfère, en particulier Salins, montrent bien que les chasseurs-cueilleurs sous-exploitaient leur environnement pour être sûrs de toujours pouvoir nourrir leurs petits sur le très long terme. Et c'était des stratégies qui empêchaient l'accaparement de richesses, l'accumulation, le pouvoir centralisé, etc. Clastres en parle également. Donc on peut voir que l'humain est capable, l'humain Homo sapiens, de se réguler. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un voisin qui, lui, lorgne sur nos territoires, ou développe une arme un peu plus puissante, ou juste quantitativement est plus nombreux que nous, un petit peu comme les agriculteurs et les chasseurs-cueilleurs? Eh bien, il faut réagir.
sinon on disparaît. Et donc voilà, l'embarras dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'il est possible que nous nous soyons mis dans une impasse collectivement, parce que nous n'avons fait que répondre à des contraintes qui sont extérieures à notre organisation, avec des principes d'adaptation qui sont communs aux vivants, qui sont ceux de la dérégulation de la capture d'énergie. Voilà un petit peu le grand piège dans lequel nous sommes coincés aujourd'hui. J'aime bien désanthropocentrer la question, vous aurez compris, et je vais rajouter un autre paramètre qui est très problématique par rapport à la lutte contre le capital, par exemple, ou le capitalisme, ou la critique de la technique en général, ou la critique du modèle agricole. Il se dit parfois que l'agriculture est la plus grande erreur de l'humanité. Oui, mais si j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un lien direct entre la technique appliquée et la démographie, c'est que c'est notre plus grand problème à gérer aujourd'hui. Il est possible, je ne vais pas dire c'est sûr, mais il est possible, pour moi c'est sûr, hein, très clairement, mais il est possible qu'il y ait causalité entre le fait que nous soyons 8 milliards aujourd'hui sur la planète Terre et que le capitalisme ait pu extraire autant de richesses du milieu. Pour moi, le capitalisme est l'outil, comme l'agriculture est la technique, comme la sagaie est une technique ou un outil qu'on utilise pour capturer plus d'énergie. Et donc, à mon sens, viser le capitalisme comme cause du problème nous fait passer à côté de la cause du problème. Et en plus, ne résout pas l'équation dramatique qui est que peut-être grâce à lui, ou à cause de lui, nous sommes 8 milliards. Très bien. Alors, on commence à arriver proche de l'heure de fin de cette table ronde, et il y a d'autres réjouissances prévues ensuite. Du coup, ce que je vous propose, c'est que si parmi vous, une ou deux personnes ont vraiment besoin d'exprimer quelque chose, d'apporter un point de vue, qu'on puisse s'accorder ces quelques minutes, sachant que on gardera Vincent et Virginie en otage quelque temps, au moins le temps de l'apéro, pour que éventuellement des discussions puissent se poursuivre. Donc, monsieur qui est là-bas, et monsieur qui est là, et allez-y. Bonjour. Pour être allé écouter plusieurs de vos entretiens sur, par exemple, la chaîne Finterview ou d'autres, il me semble que vous nous avez épargné, là aujourd'hui, un scepticisme plus profond, notamment concernant la dimension anthropologique. Donc il me semble, comme dans l'un de vos entretiens, vous exposez le fait que l'humain serait a priori, comment vous l'exprimez, qu'il a une tendance à l'autodestruction qui est plus forte que sa tendance à la survivance. Vous me corrigerez, vous nuancerez. Voilà, il me semble que vous nous l'avez épargné aujourd'hui. Après, je formulerai quelque chose qui est plus personnel. Il me semble que vouloir définir l'époque, c'est intéressant, mais à trop se mettre en scène avec toutes les scènes possibles, entrepôts et tout, j'ai l'impression qu'on y perd quand même la dimension radicale, pratique. Et donc cet équilibre entre la théorie et le pratique, que malgré tout, nous devons ménager. Voilà. Et moi, je me sens assez proche d'une définition qui rejoint finalement nature-culture. Et il s'agit d'un géographe anarchiste qui dit l'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes. Voilà, et je pense on en fait ce qu'on en peut, mais personnellement, je n'ai pas de voiture ni de smartphone. Déjà, il faut saluer l'intervention de notre ami là, qui n'a pas de voiture de smartphone. Je pense que c'est pour être les applaudissements beaucoup plus généreux. Ensuite, je proposerai à la suite de l'intervention qui consistait à dire que les chasseurs-cueilleurs, peut-être, c'était un modèle intéressant, peut-être d'être encore plus radical, puisque en écoutant l'exposé, il semblerait que l'intelligence humaine a plus son temps. Donc, moi, j'aurais peut-être tendance à dire que peut-être on pourrait redevenir bête, au sens propre et figuré. Bête, c'est une plus grande bêtise, en essayant d'être d'une bêtise
chaque jour mieux maîtrisé. Mais peut-être on pourrait être bête littéralement, c'est-à-dire retourner à 4 pattes, c'est une proposition par exemple, et simultanément d'introduire de nouveaux prédateurs, parce que je pense que voilà, effectivement, l'arrogance et l'ethocentrisme, c'est un énorme problème. En tant que nouveau prédateur, peut-être les ours, et les ours vraiment méchants, et donc la survie, notre survie véritable consisterait à lutter vraiment contre ces ours vraiment méchants. Et par exemple, à l'inverse de la remarque que vous venez de faire sur que le capitalisme finalement n'est peut-être pas le problème, eh ben, je me suis dit Virginie et bien d'autres, je pense que le capitalisme, les lobbies, les industriels, peut-être sont déjà les prédateurs, les ours méchants, ils sont peut-être déjà là. Donc, merci. Est-ce que vous souhaitez rebondir et dire un dernier mot sur ces deux interventions? Si vous le faites de manière un petit peu ramassée, parce qu'on aurait de quoi repartir sur des débats qui nous tiendraient toute la nuit, voire plus. Mais là, ce que je vous propose, c'est que du coup, ce soit également en guise de conclusion de votre part, en quelques minutes chacun. Du coup, j'essaye de ramasser, parce que j'ai très envie de boire l'apéro, comme vous, j'imagine. Plusieurs. Je vous ferai mon secret à l'apéro. Par rapport à ces anecdotes et à la façon dont elles peuvent aussi influencer notre imagination, je pensais en t'écoutant parler de la Reine Rouge, une autre image que j'adore, qui est naïve, qu'on pourrait mettre dans Astrapi, qui est, je suis nulle en dinosaures, donc je ne vais pas vous dire les noms des espèces, mais il y a un gros dinosaure qui a l'air très méchant, qui court après deux petits dinosaures qui prennent vraiment leurs jambes à leur cou. Et puis il y a un petit dinosaure qui dit à l'autre, oh là là, j'espère qu'on court plus vite que lui. Puis l'autre dit, moi j'espère juste que je cours plus vite que toi. Et cette idée-là, elle est hyper forte dans la théorie de l'évolution darwinienne, où les individus sont centraux et où effectivement, plus que, si vous voulez, l'enjeu de la survie et de l'adaptation, c'est d'être plus fort que son voisin pour que son voisin se fasse bouffer avec lui. Et en fait, la théorie de l'évolution, et notamment la synthèse néo-darwinienne, et plein de scientifiques ont montré que oui, c'est un des mécanismes de sélection, mais c'est pas le seul. Il y a de la sélection de groupe, il y a du mutualisme, et la sélection de groupe notamment est effective et importante dans des secteurs du vivant où on ne l'imaginait pas. Et peut-être que si on était deux petits dinosaures poursuivis par un grand dinosaure, on pourrait se dire, bon allez, qu'est-ce qu'on fait là? Bon bah toi tu le distrais. Ouais. Et en fait les humains ils ont fait ça. Les humains ils font communauté, les humains c'est pas des individus en compétition les uns avec les autres. Et il y a si vous voulez, des moteurs actifs qui essayent de nous faire croire ça. Et en fait ça nous rentre pas si facilement dans la tête, il faut beaucoup de publicité, il faut beaucoup nous laver le cerveau pour qu'on arrive à avaler cette histoire, par exemple, qu'on serait tous en compétition les uns avec les autres, qu'il faudrait un smartphone plutôt qu'un smartphone de 6 cm au lieu de 4 cm, etc. Tout ça, c'est des mécanismes qui ne sont pas du tout, qu'on ne retrouve pas dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Il y a énormément de cultures où les biens si vous voulez, de prestige sont très modestes et sont très peu coûteux en énergie. Il y a beaucoup de sociétés où l'entraide est vraiment le point de départ de la relation sociale, beaucoup plus que la comparaison, la compétition ou la prise de pouvoir. Et donc l'humanité, elle montre plein de modèles, et je pense que c'est intéressant, non pas d'essayer d'aller s'acheter une nouvelle ontologie où finalement... oh là là, moi j'ai envie d'être amérindienne, alors je prends des cours de yoga, et puis je vais faire un tutoriel d'ontologie amérindienne. On va pas y arriver. On est dans une société, dans une vie, on s'est constitué nos catégories, pour ceux d'entre nous qui sont nés en France, enfin qui sont nés ou qui ont grandi dans une société occidentale. Ces catégories, elles sont là, elles sont effectives, elles sont importantes, parce que la différence entre la nature et la culture, c'est justement cette différence de cette nature qui prend conscience d'elle-même. C'est que la culture, c'est cette capacité qu'on a à réfléchir, à viser des fins communes, à transformer finalement les trajectoires, à pas se laisser simplement pousser comme un boulet de canon parce que la nature ou la nature humaine ou l'évolution ou l'entropie aurait décidé. Et on est dans ces moments charnières, et effectivement tout l'enjeu c'est comment est-ce que ces pensées différentes elles peuvent infuser par
d'autres régimes que les régimes de domination qui sont aujourd'hui actifs, médiatiques, économiques, etc. Et là, bon, moi je suis on peut faire des conférences, on peut boire l'apéro et faire pousser des légumes dans son jardin. Je voulais simplement dire que sur le petit sujet qui vous concerne, qui est celui de la protection de la nature, qui n'est pas nécessairement, c'est un effondrement parmi d'autres, mais c'est pas tout, quoi. C'est pas, j'ai pas de réponse sur tout, j'ai pas de réponse sur le réchauffement climatique. Mais il ne faut pas croire qu'on fait rien. Aujourd'hui, si on a encore des rhinocéros, des bonobos, des orang-outans, c'est parce qu'il y a des politiques actives, c'est parce qu'il y a des collectivités, des communautés qui se mobilisent. On a plein de choses qui marchent, on arrive, et on l'a très bien fait entre humains, à s'auto-limiter tout le temps. C'est-à-dire que si on regarde les rapports sexuels des chasseurs-cueilleurs, on ne sait pas trop, mais probablement que les mœurs entre humains, des êtres humains qu'on évoquait il y a 250 ou 300 000 ans, sont très très différents des mœurs que l'on a aujourd'hui en société. Pourquoi ? Parce qu'on a été hyper capable de s'autoréguler, de se limiter, de pas y a plus d'assaut comme ça à chaque fois qu'une femelle est en oestrus, etc. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, on est capable de le faire dans nos relations avec les êtres humains, et on a montré qu'on pouvait aussi le faire dans nos relations avec les non-humains. Ça marche déjà, il faut, je ne sais pas, continuer à le promouvoir par toutes sortes de canaux, et je pense que voilà, en étant activiste et puis en s'auto-limitant dans nos consommations, c'est déjà un premier pas. Alors je vais rejoindre l'idée de monsieur à propos du retour on va dire à la nature, en tant qu'on nous pourrions remarcher à quatre pattes ou retrouver des modes d'adaptation qui étaient ceux des pré-humains en tant que pré-homo, antérieurs au genre homo. Ça voudrait dire, c'est parfois ce qui se passe lorsque des cochons s'échappent des élevages, ou des chevaux, ou oui, essentiellement ces espèces s'échappent des élevages pour retrouver l'état sauvage. En fait, génétiquement, elles retrouvent des traits qu'elles avaient abandonnés ou perdus sous forme d'élevage, qu'elles retrouvent à l'état naturel. Ça existe dans la nature, ça s'appelle le marronnage, c'est lié à l'esclavage. Vous irez voir la définition du marronnage. Et ça s'appelle aussi de redevenir une espèce férale. Enfin, voilà, c'est le fait de quitter l'état domestiqué. On pourrait dire que l'humanité s'est auto-domestiquée dans son processus évolutif. C'est d'ailleurs le titre Homo domesticus du bouquin de Scott que je citais tout à l'heure. Et donc oui, on peut penser en termes de perspective à long terme une forme de marronnage qui pourrait être un point d'horizon, un point sur l'horizon qui guiderait notre adaptation dans les décennies qui viennent, pourquoi pas. Mais ça voudrait dire quitter évidemment tout ce qu'on est, y compris notre culture et les outils cognitifs que nous avons développés, qui sont potentiellement, on ne rentre pas dans le détail, mais qui sont potentiellement ce qui nous permet aussi d'optimiser notre adaptation dans la capture d'énergie. Nous sommes l'espèce qui est capable de se raconter des histoires, c'est quand même assez fondamental. Et potentiellement, les histoires qu'on se raconte viennent, selon ce que je développe dans mes travaux, recouvrir le réel lorsqu'il nous dit ce qu'on vient, raconter une histoire de substitution, ce qui nous facilite en fait la dissimulation des exactions et des dommages que l'on fait, et on croit beaucoup plus à l'histoire qu'aux dommages que l'on fait. Et en fait, certains anthropologues montrent que c'est quelque chose dont on a la capacité depuis très 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 longtemps, bien plus que ce qu'on appelle la civilisation ou même l'agriculture. Donc pourquoi pas réfléchir dans ce sens-là. J'ai un point de vue très critique sur la grille de lecture de l'entraide et de la coopération, qui me semble être largement, imprégné, malheureusement, de culture économique occidentale. Sur un point très précis, qui est le déni, justement, de la dépendance aux ressources et du fait que, quand on s'entraide, que ce soit dans le vivant ou chez l'humain, la coopération, en fait, se fait aussi sur l'ampleur des territoires exploités et sur la quantité de ressources exploitées. En fait, le problème, c'est que nous sommes très empathiques entre nous, mais pas tellement avec les espèces autour de nous, quoi. Et ça, c'est une forme d'entraide qui pourrait participer à la compréhension du fait que nous ayons été plus performants. Alors, c'est pas moralement plus performants, je n'ai pas de grille de lecture morale, mais si on doit essayer de comprendre quelle stratégie nous avons mise en œuvre pour parvenir là où nous en sommes, il est clair que la coopération, qui n'est pas une valeur, mais qui est une stratégie,
pourrait être un problème. Le capitalisme, puisqu'on en parlait, n'a fait que coopérer depuis 150 ans. Il a mis en place une stratégie d'entraide avec des élites et des industriels et des lobbies et tout ce qu'on veut, qui se sont serrés les coudes pendant 150 ans pour optimiser l'exploitation de l'énergie et des ressources. Donc la coopération en soi, c'est pas une ligne de mire dont il ne faut pas avoir de grille de lecture critique. Au contraire, il faut peut-être comprendre que ça n'est vraiment pas une valeur, mais ça reste une stratégie. Pour répondre à la question sur je suis un petit peu moins, j'ai été plus soft, on va dire, sur ma grille de lecture déterministe habituellement, mais je conserve ce fond de déterminisme, non pas en tant que conviction personnelle, mais en tant qu'hypothèse de travail, parce que je repars, en fait, je pars du constat. Et dans le constat, il n'y a pas grand-chose qui marche. Alors effectivement, il y a des espèces qui sont sauvées dans des systèmes isolés, qui sont artificiels, qui sont des constructions de l'humanité, qui sont des parcs, qui sont des zones, je termine tout de suite, qui sont des zones protégées, mais artificiellement protégées en fait. Donc oui, on arrive à sauvegarder quelques éléments de ce qu'on appelle être la nature, mais ça me paraît être très artificiel. Et donc globalement, on est en échec. Il faut quand même repartir de là. On est dans une situation où on n'arrive pas à freiner la machine, on n'arrive pas à freiner la destruction, les valeurs d'émissions de CO2 augmentent chaque année et encore plus qu'on essaye de les réduire. Voilà, ces 3 dernières années, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il faut partir de l'échec et poser des hypothèses pour comprendre pourquoi on est en échec. Ma grille de lecture déterministe, c'est une hypothèse de travail pour essayer d'expliquer pourquoi on est en échec de façon répétée. Et dans certaines de mes interventions, je parle d'une forme de compulsion de répétition. Alors c'est un concept de psychanalyse que je reprends sans être un adepte est le mot adéquat, un adepte de la psychanalyse, mais justement il y a quelques concepts qui sont très intéressants. Il est possible que nous soyons dans une forme... Le traumatisme est tellement grand, enfin je veux dire, nous sommes une espèce qui est capable de s'autodétruire en ayant conscience, c'est juste insupportable. Il faut absolument se protéger émotionnellement de ça, c'est trop lourd à porter, et il est possible que nous mettions en place des stratégies répétitives dans la reproduction des erreurs du passé pour continuer à camoufler le réel qui nous disconvient. C'est ce qui s'appelle une compulsion de répétition. Voilà, donc je n'ai malheureusement pas d'ouverture très heureuse sur l'avenir, hormis celle de regarder la réalité en face, qui me paraît être justement la façon la plus sûre de trouver des stratégies adaptées. Voilà. Merci beaucoup.